Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et dans cette vidéo-ci, il va être question de quoi faire avec son test ADN. Il y a des étapes à faire avant et après avoir reçu les résultats. Donc, si vous venez de faire un test et vous êtes dans l'attente des résultats, ne vous en faites pas. Il y a certaines étapes à faire avant de recevoir les résultats qui peuvent aider à maximiser lors de la réception des résultats l'impact que ça aura. Et évidemment, il y a des étapes à faire après, à court ou moyen terme et même long terme. Il sera donc question de ceci dans cette vidéo. Donc, la première chose que je voudrais vous dire quand vous venez de faire votre test ADN, c'est bande de chanceux. Parce qu'en fait, je me souviens très bien de cette étape-là, d'avoir rempli la petite fiole et d'avoir envoyé ça par la poste et d'attendre les résultats. Si vous êtes vraiment un passionné, je vous dirais que vous savez dès les débuts du test, même avant de recevoir les résultats, que vous êtes un passionné si vous allez voir chaque jour où est-ce qu'il est rendu le test, quelles sont les étapes d'extraction. C'est la première chose que je voulais vous dire. Si vous venez de faire un test, bande de chanceux, c'est vraiment une belle étape de ce fabuleux passe-temps-là. Et donc, je vais vous montrer les petites étapes à faire, les choses pour optimiser les résultats de ces tests pour que ça soit encore plus performant lorsque vous traitez les résultats. Donc, il va y avoir une petite légende visuelle en passé de couleur pour les étapes. Il y aura des étapes à faire avant la réception du test, donc pendant que vous attendez l'extraction. Ensuite, ça va être les étapes après, mais à court terme. Donc, dans les premiers jours suite à la réception, idéalement, ou en tout cas, première petite semaine. Ensuite, c'est plus à moyen long terme, les choses à faire qui vont durer sur les mois à venir. Et certaines petites étapes qui sont facultatives, donc pas nécessaires à faire, mais personnellement, moi, quand j'ai commencé ce passe-temps-là, j'aurais aimé qu'on me dise que ces étapes-là étaient possibles. Donc, ça permet de pousser les résultats encore plus loin, mais c'est pas obligatoire. Donc, c'est ça. À vous de voir si vous êtes assez passionné, si vous avez assez de temps pour faire ces étapes-là. Première chose à dire aussi, il y a deux petits avertissements ou conseils que je vous dirais en premier. C'est vraiment la vie privée, de faire attention à comment vous paramétrez les informations que vous mettez sur les sites de généalogie génétique. Ça vaut autant pour les arbres que les noms, prénoms que vous mettez pour vous-même. Et éventuellement, quand vous recevez le test, la journée que vous le recevez, c'est important aussi d'aller dans les configurations pour bien mettre, bien lire les différentes étapes. Là, selon le site, c'est pas les mêmes, mais grosso modo, il y a des cases à accepter, des choses légales. Il y a aussi des certaines options qui seront visibles ou non aux autres personnes. Donc, ça sera à vous d'aller voir là, selon le site quels sont ces paramètres-là. Mais c'est important de les faire la journée de la réception du test. Et aussi même avant là, pour les autres infos qui ne concernent pas l'ADN en tant que tel, mais vos infos personnelles à vous ou d'arbre généalogique. C'est quand même important de les configurer de la bonne façon. Et la deuxième note, c'est que lorsque vous recevez les tests, les compagnies offrent le choix d'exporter les données. C'est votre ADN, donc ça vous appartient. Donc c'est quand même important de les sauvegarder parce que on a vu là, dans les dernières années, les compagnies peuvent changer les options gratuites, peuvent même peut-être faire faillite. Donc c'est important la journée que vous recevez vos résultats d'aller les télécharger, de conserver ce que vous voyez pour en avoir une trace, étant donné que vous avez payé pour ça. C'est quand même intéressant de les avoir à portée de la main. Si jamais il se passe quelque chose avec les options, ils rendent des sites payants ou des choses comme ça. Une petite note aussi, c'est qu'un test ADN n'est pas figé dans le temps. Donc, quand vous allez recevoir les résultats, il n'y a pas grand-chose qui va rester stable dans le temps en recevant les résultats. Donc, c'est pas juste d'y aller, passer une demi-heure à regarder les origines ethniques et voilà, c'est tout, on a terminé. Non, c'est quelque chose qui évolue. Donc, pas simplement les correspondances, donc les gens vivants qui ont testé eux aussi et qui matchent avec vous. Ça, il y en a de jour en jour qui se rajoutent, mais aussi
Même les origines ethniques, les compagnies deviennent de plus en plus précises et les compagnies de tests ADN mettent à jour régulièrement les origines ethniques, donc les régions, les communautés où est-ce que les gens partagent le genre d'ADN que vous avez selon les parties des chromosomes. Donc même les origines ethniques vont changer dans le temps. Donc c'est ça qui est merveilleux avec un test ADN, c'est que c'est pas quelque chose on reçoit le résultat, on va voir puis c'est terminé. Non, c'est définitivement quelque chose que vous pouvez aller voir quelques fois par année et même chaque semaine si vous voulez. Si vous êtes vraiment curieux des gens qui testent au fur et à mesure et qui vont apparaître dans votre liste de correspondance. Donc, sans plus attendre, le premier conseil que je vous donnerais avant même de recevoir votre test, c'est de mettre à jour votre arbre généalogique. Donc, évidemment, il faut que vous connaissiez votre famille. Donc, si vous faites le test parce que vous avez été adopté, c'est tout à fait légitime et c'est même recommandé. Donc, bravo d'avoir fait cette étape-là. Et ça donne des grands indices pour trouver vos parents ou des grands-parents inconnus. Mais si vous connaissez déjà votre arbre généalogique, raison de plus, parce qu'il y en a qui testent en ne connaissant pas leurs parents, en ayant été adoptés, et c'est grâce à des gens qui connaissent leur famille que ces gens-là peuvent justement trouver la famille qu'ils ne connaissent pas. Donc, si vous connaissez votre famille, avant de recevoir le test, mettez les informations que vous connaissez au sujet de votre famille. Et ça, c'est évidemment sur le site web de la compagnie où vous avez fait le test. Parce que souvent, si vous avez fait votre arbre dans un logiciel à part, ben c'est intéressant, mais les gens pourront pas utiliser cette information-là pour savoir comment ils se connectent avec vous. Il y a quand même des façons de mettre, j'en parlais au début de vidéo, là, de mettre des configurations de vie privée. Donc, c'est pas simplement de dire à tout le monde qui sont vos parents, vos frères et sœurs et tout ça. Non, il faut le configurer correctement. Donc, évidemment, les gens qui sont encore en vie, il y a des façons d'indiquer dans les arbres, c'est quelqu'un qui est vivant. Et généralement, là, les compagnies vont respecter ça. Ils ne vont pas afficher les informations des gens qui sont vivants. Vous pouvez aussi configurer votre arbre pour qu'il ne soit pas visible aux gens qui ne sont pas de votre famille éloignée, donc ceux qui vont matcher avec vous, vos correspondances ADN qui partagent des segments, donc qui sont de votre famille. Mais vous pouvez aussi configurer puis dire, moi je veux juste que les gens qui sont parents avec moi puissent voir mon arbre et les autres qui sont inconnus, ben ils n'auront pas accès à ça. Donc il y a façon de configurer ça, mais c'est quand même important de mettre votre arbre généalogique et de pas juste mettre vos parents, mais idéalement vos grands-parents et même plus haut si vous pouvez. Ça va juste favoriser les résultats de votre propre test. Il y a beaucoup de sites qui utilisent votre arbre pour essayer de deviner par quel chemin vous correspondez avec les gens, surtout ceux qui ont beaucoup de centimorganes en commun avec vous. Donc, c'est quand même une étape importante à faire avant. Ça va juste rendre les résultats encore plus pertinents, autant pour vous que pour ceux qui ont déjà testé. Et aussi, une petite pensée pour ceux qui ont été adoptés. C'est vraiment l'information la plus importante pour eux de trouver des noms dans les arbres de ceux qui connaissent leur famille. Donc, ce serait la première étape à faire avant même de recevoir votre test ADN. La deuxième chose à faire, encore une fois, avant de recevoir votre test, c'est de consulter des lexiques. J'ai fait une vidéo notamment là-dessus, mais c'est simplement en fait d'apprendre les termes de la généalogie génétique. Donc, vous pourrez aller voir ma vidéo si vous voulez, mais il y en a plein, des articles de blog si vous aimez mieux lire ou des choses comme ça. Mais d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire centimorgane, qu'est-ce que ça veut dire une correspondance, un segment d'ADN, comment on arrive à partager de l'ADN avec quelqu'un d'autre. Ça aussi, vous pouvez le faire avant de recevoir vos résultats et ça va simplement vous aider à aller plus vite quand vous allez consulter les résultats. Ensuite, la première étape, une fois avoir reçu les résultats, donc idéalement, dans les quelques jours suite à la réception, je recommande de faire la méthode Leads. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet-là. Et encore une fois, si vous êtes bon en anglais, il y a le site de la personne elle-même qui a créé cette méthode-là, qui l'explique sur son site, mais c'est en anglais. Mais je recommande vraiment, là, c'est la première étape à faire à la réception de son test, c'est de faire la méthode Leads pour départager ses correspondances ADN et voir grosso modo
par quel grand-parent, si on veut, par quel couple d'arrière-grands-parents ou de quel côté d'un grand-parent on correspond avec les gens dans la liste de matchs. Environ au même moment, donc à peu près dans les premiers jours où on reçoit ces tests, on peut aussi faire valider l'origine ethnique. Donc, cette étape-là, c'est souvent celle qui est utilisée en marketing pour les publicités de compagnies de tests ADN autosomal. Comme j'ai dit dans une autre vidéo encore une fois, pour moi, c'est la pointe de l'iceberg. Mais c'est quand même utile d'aller voir ça, même si c'est pas l'aspect qui nous intéresse le plus. Ça permet quand même de valider, même pour ceux qui connaissent leur famille, s'il n'y a pas de surprise. Donc, d'aller voir est-ce que, selon l'arbre généalogique qu'on a fait, selon les informations qu'on a eues de nos parents et même de nos grands-parents, est-ce que ce qu'ils nous ont transmis comme info fonctionne avec les origines ethniques que la compagnie de test nous renvoie. Il y a encore une fois une autre vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. On s'entend qu'il y a des marges d'erreur sur les origines ethniques. Donc, souvent, s'ils disent que vous avez 54% de France, mais c'est peut-être pas 54% précis. Souvent, il y a une fourchette de pourcentage plutôt. Et faut se rappeler aussi qu'il y a eu des migrations dans l'histoire de l'humanité et que le panel de gens qui ont testé pour corroborer les origines ethniques, donc le panel source qui permet de dire que telle ou telle personne a des origines majoritairement françaises, par exemple, ben, il y a quand même eu sur des siècles et même des millénaires, des migrations, des mouvements de population. Donc, c'est pas une science exacte. Les mouvements font que les origines ethniques bougent dans le temps, changent de région. Donc, on s'entend que c'est une approximation, mais quand même, ça devrait aider, surtout si les résultats nous disent qu'on a une origine qui est complètement inattendue, qui vient d'Asie ou d'Afrique ou de choses comme ça. Ben, il faut quand même porter attention à est-ce que les origines qui sortent font du sens en général avec l'arbre généalogique, les informations qu'on connaît de nos parents. Donc, ça peut être une étape dans les premiers jours suite à la réception des résultats. Ensuite, ce qu'on pourrait faire à moyen terme ou long terme, c'est faire un tableur ou un fameux fichier Excel de ces matchs. Ça peut être un peu fastidieux, mais c'est vraiment la meilleure façon de bien les partager là, après avoir fait la méthode Leads là, qui se fait en quelques minutes ou quelques heures. Après avoir fait ça, on peut tenir un tableur, un fichier Excel ou un Google Spreadsheet pour pouvoir mettre plus d'informations sur chacun de nos matchs principaux. Donc évidemment, on ne va pas aller voir des gens qui partagent seulement 10 ou 15 centimorganes avec soi, mais généralement, je préconise de maintenir un tableur comme ça pour tous les matchs ou les correspondances de 100 centimorganes et plus. C'est vraiment pratique de tenir ça à jour. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pourrez aller la voir également. Comme deuxième étape ensuite à faire à moyen long terme, la 6e étape en tout, mais la 2e à moyen long terme, mais c'est d'utiliser des fois l'outil Watto. Et vous devinerez que j'ai aussi fait une vidéo là-dessus que vous pourrez aller voir. Et si vous êtes bon en anglais, il y a encore plus de vidéos et d'articles en anglais sur cet outil-là, qui est hébergé sur le site DNA Painter. Ce que ça permet de faire, en fait, ben, ça aide les étapes précédentes. Donc, des fois, si on n'arrive pas à trouver la personne, trouver les informations exactes de la personne, en utilisant un outil comme ça, qui est un outil d'hypothèse, ben, on peut mettre le nombre de centimorganes qu'on partage avec elle et voir, OK, où est-ce qu'elle pourrait se situer selon les ancêtres communs avec cette personne-là. Ça aide à cibler peut-être un niveau de distance et peut-être même une branche avec d'autres personnes. J'ai indiqué aussi avec une barre oblique arbre. Ça sera à vous de décider si vous voulez que votre arbre sur le site web de la compagnie de test ADN possède ou non les correspondances elles-mêmes. Mais une fois que vous avez rempli votre tableur, une fois que vous avez résolu des hypothèses, vous pouvez vous servir de l'arbre généalogique qu'il y a sur le site web pour ajouter les correspondances. Donc, il y a des façons de dire, cette personne-là, oui, elle est dans mon arbre. Nécessairement, tous ceux qui correspondent avec vous, ceux qui matchent avec vous, on se rappelle que c'est des cousins
plus ou moins éloignés, mais ça demeure quand même des cousins, des gens parents avec vous qui partagent votre ADN. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi les ajouter à votre arbre généalogique pour avoir un portrait encore plus global de vos résultats et d'assigner les gens aux bonnes places sur les branches. Ensuite, j'ai mis comme une petite étape facultative, ça serait d'exporter le test et de le réimporter sur d'autres sites. Encore là, ça dépend de votre niveau de confort de la vie privée. Mais si vous aimez vraiment, si vous attrapez la piqûre de la généalogie génétique, eh bien, dites-vous que chaque compagnie de test a les gens qui ont testé qui sont différents. Donc, si vous testez avec une seule compagnie, vous aurez le bassin de cette compagnie-là. Mais généralement, excepté deux sites, là, excepté 23andMe et AncestryDNA, les autres sites permettent de téléverser, donc d'uploader vos résultats de test des autres sites. Et à ce moment-là, ben, vous avez accès à un autre bassin de testeurs. Parce que selon les sites, c'est pas les mêmes personnes qui ont testé. Les gens choisissent de faire un test avec une compagnie plus qu'une autre. Donc, si vous êtes gourmand, si vous aimez ce passe-temps-là, ben, la seule façon d'avoir de plus en plus de matchs, de correspondance, c'est d'aller voir sur les autres sites où ces gens-là ont testé. Donc, ça peut être pertinent de le faire. Et ensuite, une dernière étape que j'ai mis, qui est aussi facultative, ben, c'est de passer vraiment aux techniques avancées. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, là. C'est vraiment si vous êtes vraiment passionné, vous avez de la piqûre, ça prend aussi quelques connaissances techniques des fois. J'ai aussi fait des vidéos là-dessus, sur Gephi. Et éventuellement, j'en ferai une sur DNA Painter, mais celle de Gephi est prête. Et ben, ça permet d'utiliser les informations du test pour aller encore plus loin. Pouvoir, ben, sur DNA Painter, c'est de faire, de représenter littéralement les segments d'ADN appartiennent à qui, sur quel chromosome et remontent à quel ancêtre. Donc vous pourrez aller voir, j'ai pas fait une vidéo sur DNA Painter, mais j'ai fait une vidéo sur l'origine des segments. Et donc DNA Painter, ce qu'ils font, c'est une fois qu'on a trouvé cette information-là, entre deux personnes qui partagent des segments d'ADN, ben, d'où vient ce segment-là? Ben, DNA Painter permet de répertorier ça sur une cartographie qui représente nos chromosomes et d'indiquer à quel endroit de quel chromosome on a ce bout-là de segment qui appartient à un ancêtre commun. Donc, c'est vraiment des techniques avancées. Mais pour ma part, c'est ce que j'aime le plus, là. Donc, évidemment, j'ai fait toutes les étapes précédentes. Et ben, ça me permet, là, ça c'est des étapes là, des graphiques Gephi ou des DNA Painter. C'est des étapes qui prennent des mois, sinon des années à faire. Donc, vous pourrez utiliser les résultats de votre test tout le long de votre vie. C'est des choses qui ont littéralement pas de fin, là. On se rappelle aussi qu'il y a des gens qui vont tester de plus en plus, donc vous réussissez à réobtenir des segments de plus en plus précis. Donc, ne vous en faites pas. Lorsque vous recevez les résultats de votre test, vous en avez pour des années à avoir du plaisir si vous aimez ce passe-temps-là. Et comme j'indiquais aussi, il y a des étapes à faire avant. Donc, pendant que vous attendez les résultats, il y a moyen de s'occuper et de mettre la table ou de préparer le terrain pour que ces résultats soient les plus optimaux possibles. Eh bien voilà, c'est un peu les étapes que je voulais vous présenter qui sont à moyen ou long terme ou même avant de recevoir vos tests. Et encore une fois, je vous répéterai que vous êtes vraiment chanceux si vous êtes à cette étape-là de votre parcours, d'attendre les résultats et de vous demander un peu quoi faire avec s'il y a vraiment plein de possibilités à faire. Et je terminerai en disant que si vous êtes une personne adoptée, eh bien, j'espère que vos recherches fonctionneront et que vous trouverez réponse à vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.